I'm really glad to be here. Welcome Je suis content d'être parmi vous. Bienvenue à ce panel du Forum national sur le racisme asiatique. Et je suis Jennifer Simpson. Je suis contente d'être la modératrice ici. Je commence avec la reconnaissance du territoire dans lequel je travaille et ma position. Et je travaille dans le territoire des Amériques, d'Indienne d'Amérique. Et je fais de mon mieux d'engager tout le monde pour m'assurer de la rationalité éthique et je comprends mon rôle dans le contexte de l'éducation supérieure et mon rôle de nommer ce qui est mal et d'imaginer des possibilités pour les relations et pour les institutions. Ce panel est connecté à ces priorités et à la façon dont je m'oriente. Une introduction du panel. Chacun des membres du panel va parler de 5 à 7 minutes et nous espérons avoir une petite demi-heure, peut-être plus, pour les foires aux questions. Dans ce panel, nous nous concentrons sur la façon des leaders plutôt au niveau le plus élevé. Je suis contente d'être rejointe. And Sun Woo Beck. Il y a mes collègues. And we'll hear, nous avons mes étudiants ici. They'll give you a bit more information. Ils vous donneront plus d'informations à ce sujet. Je suis contente que le docteur Verna Saint-Denis ce soir joigne à nous de Saskatchewan. Nous avons travaillé pendant 10 ans. Nous sommes contents d'être ensemble dans ce panel. Je suis content que le dean, le doyen Sam Sugarman ce soir joigne à nous. J'ai été heureuse de travailler avec vous pendant les mois précédents. C'est magnifique. Je suis vraiment passionnée pour cette conversation. Est-ce que je peux en apprendre de mes collègues aujourd'hui? Je veux demander je sais que Gérard a fait énormément de travail à ce sujet et j'ai aussi noté que j'ai commencé en tant que chancelière le 1er juillet, donc je suis au début de ce que j'espère, je suis prévôt, j'espère que je vais faire beaucoup de changements dans les priorités universitaires. C'est pour ça que ce sujet est passionnant et quelles sont les responsabilités des dirigeants dans ce changement et comment est-ce que nous pouvons tenir les dirigeants, y compris moi-même, responsables de ces priorités. Chaque orateur aura 5 à 7 minutes pour répondre. Et les responsabilités envers l'université et la vie publique, les formes de soutien que les dirigeants peuvent offrir autour de l'équité, l'approche au changement systémique et les stratégies pour les étudiants et le corps enseignant en ce qui concerne le directorat et le directorat. Les experts ont été invités à choisir, à se concentrer sur l'un de ces thèmes ou tous les thèmes. Donc, vous pouvez un peu choisir ce qui vous plaît. Gaïa, je vous prie, vous êtes la première. Merci Jennifer d'avoir introduit le panel et votre magnifique introduction. Je suis Gaïa, je m'appelle Gaïa, je suis étudiante de 3e année dans le contexte de les formes de racisme et colonialisme systémique. Il nous faut reconnaître les responsabilités de l'université et comment les rendre responsables, de les tenir redevables.
Est-ce que beaucoup des responsabilités pèsent sur les dirigeants de l'université et pour utiliser ces espaces pour amplifier leur voix, pour s'assurer que les voix ne sont pas perdues. La nature de l'académie est en changement constant, il y aura des nouveaux développements, il nous faut nous adapter constamment et faire des progrès et accélérer et ne pas le laisser tomber. Ceci dit, donc, il nous faut donner l'espace à toutes ces personnes-là. Ils doivent aussi encourager la recherche éthique et déontologique qui parle de l'histoire du colonialisme et souligner les sujets anticoloniaux et antiracistes. Et il faut vraiment, je pense aussi que la responsabilité est une responsabilité pour tous les membres de la société pour It's the minimum expectation we should possess for ourselves, our peers, and members of authority alike. And when we do not see these values being upheld, quand nous ne voyons pas, call them in, even if it's to ourselves. Nous devons les tenir redevables. I'm currently a third-year student, and I hope to pursue a master's degree when I graduate. So j'espère être étudiante. And also especially looking into their faculty members to see what kind of environment I'll be putting myself in. Je vais regarder le genre d'environnement dans lequel je vais me trouver. Je vais regarder les exigences et les déclarations pas personnelles pour ce qu'ils demandent. Le sujet académique. And decision making that then creates what becomes of academia for future generations. The very hard, inconceivable truth is that we la chose qui est très, très mauvaise, même dans les universités, while still reserving these spaces for privileged and powerful groups in our society. Although it seems so little and irrelevant, quoi qu'il semblerait tellement non pertinent, ceci est très important pour l'espace que nous créons pour nous et nos étudiants et pour d'autres membres du public. Je sais que beaucoup des personnes qui écoutent se sentent fatiguées parce que quand les choses avoir à faire des études sembleraient très intimidantes par les leaders et par les institutions. J'entends que les étudiants se sentent ignorés et ils ont forcé de prendre des cours généraux et intentionnellement et ne pas des concours qui ont affaire aux asiatiques, aux indigènes ou les personnes du LGBTQ parce qu'elles n'ont jamais offert ou priorisé. Comment est-ce que nous pouvons soutenir ceci, que ce que nous faisons dans la session et inclure l'anticolonialisme et l'anti-blanc, suprématie blanche dans le cadre de notre vie de tous les jours. Donc, nous devons pallier à la négligence des autres institutions. Donc, pour pouvoir faire que ce progrès soit durable. Voilà, quelles sont les solutions pratiques, que ce soit le pays physique ou les pays qui sont propriétaires de la terre avec tout le travail émotionnel que cela demande. Ceci, il n'y a rien que nous puissions faire pour y compenser, mais je crois que le minimum que nous pouvons faire, c'est de créer des espaces anticoloniaux et enseigner à une variété de cours. Et il faut que l'histoire des indigènes soit une exigence. Et au lieu que le français soit la seule langue ouverte, enseignez-leur le vietnamien ou le chinois ou le japonais. Et donc, de prioriser ceci est très important en tant qu'étudiant. Il faut faire attention. Prenez-nous au sérieux dès que vous allez vous asseoir dans votre bureau. C'est nous que vous représentez et pas eux. Et gardez cela à cœur. Et ceci dit, je suis tellement contente d'être dans ce forum, d'être aussi assise avec d'autres leaders et d'écouter les préoccupations des étudiants. Et je passe le
micro au docteur Jennifer. Merci Gaïa, excellent, magnifique. Merci. Salut à tout le monde. Je me considère toujours comme un étudiant et j'ai gradué, j'ai eu mon diplôme en juillet et j'ai étudié l'anglais et la publication. Je viens avec une perspective d'étudiant, comme un étudiant comme moi-même et mes parents, ce qu'ils ont eu pendant leur parcours à l'université. La question aussi, je vais commencer avec la question que je suis en train d'adresser dans le contexte des formes systématiques de racisme et de colonialisme. Quelle autre réponse nous pouvons avoir? Est-ce que ces responsabilités sont primaires à l'université ou est-ce qu'ils sont étendus à la vie publique en général? Je pense que l'une des responsabilités les plus importantes pendant les années d'université, c'est d'écouter vraiment ce que les étudiants disent, ce dont ils ont réellement besoin. Et je pense que de ma perspective et de celle de mes pairs, les actions que les leaders d'université peuvent faire pour adresser tous ces problèmes, ce sont des choses qui n'ont pas l'air d'avoir vraiment quelque chose à voir avec l'antiracisme ou bien la décolonialisation ou ce n'est pas tellement à la mode d'adresser cela. Par exemple, faire tout en son pouvoir pour réduire l'argent de la scolarisation. Et c'est des choses qui sont souvent comme si c'est séparé, pensé comme séparé, et ça n'a pas l'air à la mode et ça n'a pas l'air d'être attractif en termes de justice sociale. Parfois, c'est vraiment connecté ensemble. Et quelque chose d'autre que les universités pourraient faire, c'est de changer la façon dont les gens sont engagés, le personnel universitaire engagé et vraiment considérer certaines habiletés, la façon d'enseignant, changer le rôle de ce que les professeurs savaient dire dans une perspective d'étudiant, et autre chose pourrait être de faire tout pour résister la corporisation et la privatisation. Ce phénomène économique, la productivité économique et qui continue, le fait qu'on ne donne pas assez de fonds aux sciences humaines et la justice et le fait d'être spectaculaire dans son approche et savoir si ces responsabilités doivent rester dans l'université ou au-delà de l'université. Je pense que nous devons vraiment étendre ça au-delà de l'université et adresser comment la question est structurée dans la façon de voir la distinction, si c'est le faire au sein de l'université ou en dehors de l'université, et est-ce que ça va être séparé de la vie publique? Et ça, c'est vraiment problématique. Et donc, c'est ce que nous essayons de décider en ce moment. Et ensuite, dans cet ordre d'idées, étendre cela au-delà de l'université, l'une des barrières les plus difficiles, c'est la barrière de communiquer au sein de l'université, c'est les langues institutionnelles, quel genre de mots sont dits, comment la façon dont on parle, ce qui n'est pas approprié et le fait de déshumaniser les euphémismes. Cela peut être extrêmement aliénant pour les gens au sein de l'université ou en dehors de l'université. Et vraiment essayer de changer la façon dont les gens parlent pour que les barrières tombent. Et comme le panel d'avant, les experts d'avant ont discuté, ils ont parlé des étudiants, les étudiants et les membres, le personnel de faculté. Ils ont parlé du fait qu'une institution qui est immensément puissante et qui garde certaines informations des personnes racialisées,
ils sont physiquement exclus ou bien c'est seulement en termes... et cette question de structure, est-ce que l'université doit se séparer du public en général? Je pense que l'université doit s'ouvrir vraiment de façon radicalement, penser qui vraiment mérite d'être à l'université et s'ouvrir. Merci pour ces commentaires vraiment réfléchis. Je voudrais introduire Bernette pour avoir son point de vue. I can't hear you. On ne peut pas vous entendre. Thank you, désolé. Jennifer. Merci, Jennifer. Je viens dans cette conversation de la perspective d'une femme indigène, un membre de la Première Nation ici, et venant d'une expérience de mon enfance et puis expérience de Nettie. Et ce que ça veut dire, c'est que je suis née sur la marge spatially and psychically. Spécialement. Aussi, j'ai eu l'accès à l'éducation de l'université au travers du programme universitaire et au travers de l'action affirmative dans l'éducation, dans l'université. Je suis professeure d'éducation et je suis conseillère spéciale du président sur les questions raciales, d'oppression et en tant que... Et dans le cadre de ce rôle à temps partiel, je m'embarque aussi pour donner un peu de développement professionnel aux leaders d'école, des techniques antirraciales et venant de mon arrière-plan en hiver 1953, en 1993, j'avais déjà une expérience de 10 ans et je pouvais appliquer pendant 10 ans et je devais chercher à avoir mon doctorat et c'était vraiment difficile et demandant et Dieu merci, j'ai survécu cela. Et ça m'a demandé de participer à la vie de l'université. Donc, avant de m'embarquer pour remplir les exigences de doctorat en tant que professeur résident, et puis il fallait que je sois professeur de justice sociale pour mon premier cycle à l'université. Et il fallait aussi, c'était vraiment difficile d'identifier les élèves, les étudiants et de les défier dans certaines valeurs qui n'étaient pas cela en termes de méritocratie. Et j'ai rencontré tellement de défis en tant que professeur. Et durant des enseignements de ces expériences et venant d'une perspective en tant que professeur et citoyenne canadienne, et puisque l'éducation publique demande la participation obligatoire, j'ai vu il y a des cas où l'expérience des gens racialisés n'ont pas été pris en compte, ni l'expérience des gens indigènes. Parlant d'une perspective de personnel de faculté, nous devons adresser le racisme directement et ne pas cacher cela derrière une perspective culturelle de relevance, mais plutôt vraiment en parler directement et examiner l'histoire du racisme blanc qui est trop utilisé comme une stratégie pour éviter d'examiner le fait que la blancheur est incrustée dans l'éducation. Donc, beaucoup de justice sociale et raciale ont parlé sur une ignorance autoprotective des personnes qui nous dominent, qui dominent et qui ont créé un système racisme autour d'eux. Et c'est ce que moi, j'ai croisé dans mon rôle en tant que membre de la faculté pendant ces années. Un refus d'examiner le racisme en eux-mêmes et dans les institutions.
Donc, le fait voilà, d'avoir à confronter ce racisme incroyable. J'ai noté que j'ai vu qu'il y a trop souvent, il y a eu trop de focalisation sur l'apparence, avoir l'air de faire la bonne chose ou avoir l'air qu'il faut. Et puis, cette stratégie ne fonctionne pas tout simplement. Et les effets sont effectifs pour le public en général, mais pas pour nous qui sommes dans le monde universitaire. Donc, une focalisation sur des pairs, vraiment, ça diminue la considération qu'on a des gens, des indigènes, des peuples indigènes et les autres universités ont aussi mentionné comment nous, dans l'académie, nous avons vraiment du mal à nommer le racisme par son nom. Et plus récemment, le magazine Times a parlé de l'équité, de la diversité, de l'inclusion. Elle est devenue la façon préférée d'adresser, de parler de l'égalité raciale et puis d'éviter de parler directement du sujet. Et l'emphase est mise sur les stratégies de célébration au lieu de promouvoir le changement institutionnel. Nous avons besoin de leaders et déjà, il y a des littératures qui informent mon projet actuel et j'examine comment les leaders d'universités, d'écoles peuvent engager le racisme, le sujet du racisme au sein de l'éducation. Et le message est clair à nouveau, j'insiste, parce que de la perspective de la littérature et de mon expérience en tant que professeur, nous avons besoin d'un leadership fort qui se focalise sur la lutte antirraciale au lieu de parler toujours de justice sociale. Et l'antiracisme doit être à la fondation pour adresser d'autres sujets de justice. Donc, ainsi, nous avons besoin des dirigeants qui sont vraiment à même d'engager dans ce genre de discussion, d'être impliqués et qui essayent de comprendre la blancheur, leur propre blancheur, l'histoire de la blancheur du peuple blanc, du fait d'être blanc, comment le fait d'être blanc, sa fondation et la conception dans l'université. Donc, également, nous avons besoin des leaders qui peuvent examiner leurs propres assumptions, leurs propres valeurs, leurs propres croyances. Qu'est-ce que l'éducation? Quel est l'objectif de l'éducation? Quel est l'objectif même de l'université? Quelle est la contribution de l'université, de la communauté au monde? Nous avons besoin des leaders qui ont besoin d'explorer leur propre parti pris, conscients et subconscients, qui sont capables de considérer les considérations des pouvoirs inégaux. Et aussi, nous avons besoin d'un leadership qui a la bonne volonté de procéder à leur propre analyse des peurs. Par exemple, c'est ce que nous plaidons pour. Nous plaidons pour cela, ce n'est pas seulement une question de politique institutionnelle, mais il s'agit des gens qui dirigent ces institutions. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et c'est la même chose que nous disons au niveau de l'éducation publique. Nous devons vraiment engager plus de personnel de couleur. Nous devons non seulement les engager, mais les maintenir. Nous devons être compensés pour tous ces défis, ces challenges que nous rencontrons au quotidien, particulièrement quand nous enseignons sur les problématiques de race, de colonialisation et de race blanche. C'est vraiment des problématiques très difficiles à tacler. Et j'ai été témoin et j'ai expérimenté que vraiment, c'est pas facile et c'est une façon qu'on pourra discipliner, c'est une façon parfois de discipliner, même d'harceler parfois les personnes indigènes, les membres du personnel universitaire. Donc, on a les personnels d'université qui s'occupent des problèmes raciaux, d'autres raciaux ne sont pas valorisés. Parfois, ils sont
même ignorés. Et si nous sommes reconnus, si la pertinence de notre travail est reconnue pour la plus grande, l'université et la société entière, et ce que je fais, c'est toujours retourner vers le fait de changer, d'apporter un changement dans la société large en général. Et ok, je gère vraiment mon temps, mais je voudrais parler vraiment du changement quant au curriculum de base. Comme cela a été mentionné, le besoin de créer pas seulement les cours optionnels, mais les cours qui sont obligatoires, qui ont trait à l'antiracisme et au niveau du premier cycle et même au niveau du second cycle universitaire, parce qu'on a des obligations au niveau des exigences au niveau du premier cycle et dans un environnement où multiculturel ou des cours multiculturels au niveau de l'université, au niveau de l'éducation, parce que l'université prépare la prochaine génération des universitaires, de l'administration, les prochaines générations de ceux qui écrivent des curriculums. Et c'est vraiment important qu'on adresse cela en ce moment. Et pour vraiment préparer la génération de demain dans l'ensemble du pays. Et si nous devons vraiment faire les choses comme il se doit, je pense que nous devons changer le curriculum et aussi tous les sujets doivent gérer pourquoi il y a certains sujets, certains domaines, se rassurer qu'il y a vraiment un angle de justice raciale, même si ce n'est pas vu comme pertinent. Et finalement, je voudrais dire que, vous savez, on ne peut pas vraiment voir le changement dans l'institution, à moins de ne pas avoir, à moins qu'on ait des leaders qui ont la capacité de voir la justice, l'égalité de justice comme une priorité. Nous avons besoin des leaders qui parlent, qui écoutent, qui voient, qui ont une approche de culture raciale et diversité culturelle, linguistique, comme quelque chose de positif dans notre éducation. Merci. I'll hand it over to Pam. Je vais donner le micro, passer la parole à Pam. Merci Jennifer, c'était vraiment puissant, de mots puissants, de vous trois et donc moi vraiment difficile à suivre, mais je voudrais commencer en disant que tous les leaders d'université sont membres de différentes communautés. C'est tellement évident et que nous sommes membres de la communauté universitaire, mais nous sommes aussi membres d'une famille, nous sommes membres de Japonais, Canadiens, Japonais et membres de la communauté des chercheurs. Et tout cela, ça fait partie de toutes nos cellules. Mais nous avons souvent l'habitude de compartimentaliser cela et trop souvent, de sorte que nous essayons de séparer les administrateurs d'université, les leaders académiques, des personnes qui, par exemple, ont vraiment l'engagement par rapport à un certain type de recherche et nous avons et nous voudrons vraiment avoir de grandes valeurs morales et principes et c'est vraiment quelque chose d'émotionnellement bien sain d'avoir toutes ces différentes dimensions de nous ensemble, de les amener ensemble. Au sein de l'université, nous avons besoin de penser comment d'autres types de loyauté et d'engagement et vraiment nous engager. Nous devons être authentiques. Authenticité est beaucoup utilisée, mais le concept de leadership est aussi trop utilisé et nous devons venir avec notre authenticité dans la position et vraiment je ne pense pas que la faculté, les membres, le staff
staff, le personnel, tout le monde doit s'impliquer, doit faire cela. Et ensuite, je pense que je voudrais aussi dire que c'est impossible pour moi, en tant que leader, en tant que chef d'université, de sortir de mon identité parce que je suis canadienne, asiatique et je viens d'une famille, je viens de la section de classe travailleurs et il y avait un panel hier, elle a parlé qui a parlé d'identité intersectorielle. Très souvent, on nous demande d'abandonner une identité et d'embrasser l'autre identité. Et de sorte que nous ne pouvons pas apporter toutes ces identités avec nous quand nous entrons dans la classe, où nous avons une réunion du conseil de l'école, ou bien nous sommes en train d'être interviewés pour un boulot. Je pense que c'est vraiment important de reconnaître cela et de voir dans quelle mesure l'université nous met la pression, ou nous encourage, ou nous force même dans le pire des scénarios d'abandonner certaines de nos identités. Et ensuite, ce qui peut être changé au sein de l'université, dans ma position actuelle, je dois travailler au sein de l'université et hier, aujourd'hui, dans le forum, il y avait des gens vraiment éloquents, passionnés et vraiment intelligents et vraiment profonds. Et ils parlaient comment nous pourrons travailler au sein de l'université. Nous avons vraiment besoin de changements plus radicaux. Et je ne suis pas en train de dire qu'ils ont tort, pas du tout, mais il y a tellement de choses qui ne peuvent pas être changées au sein de l'université, mais beaucoup d'éléments de l'institution peuvent être changés. Donc, nous sommes fatigués de changements graduels. Nous pouvons faire certains changements radicaux au sein de l'université, mais nous devons savoir comment faire cela et nous avons besoin d'avoir une grande connaissance de comment les universités travaillent, les bureaucraties, les politiques, les procédures, parce que c'est vraiment une grosse bureaucratique d'organisation et nous devons comprendre comment implémenter les changements au sein de l'institution de l'université et nous devons connaître quels sont les différents acteurs, les enjeux et les parties prenantes, ce que le président peut faire, le chef de l'université, le responsable de l'université peut faire, le recteur de l'université peut faire, qu'est-ce que les étudiants peuvent faire. Et ces dernières années, j'ai été approchée par tellement d'étudiants qui ont demandé si je pouvais faire des changements et je leur ai dit, moi, je ne peux pas faire ça parce que ce n'est pas ma juridiction, mais vous pouvez me mettre la pression afin que je le fasse. Et je voudrais aussi aller, je peux aller dans d'autres bureaux au sein de l'université et puis je leur informe que, les étudiants ont vraiment des préoccupations et les étudiants, ils voient. Et puis je dis comment travailler au sein du cadre, de la structure de l'université, comment naviguer dans le système de l'université. Et je pense que l'autre chose que je voudrais dire, c'est l'exercice du pouvoir. Contrairement aux croyances populaires, les choses n'ont pas... les recteurs n'ont pas le pouvoir absolu. Certains ont même des pouvoirs très limités. Et je voudrais dire la même chose pour les présidents d'université. On n'a pas le pouvoir complet, on n'a pas le contrôle total parce que nous avons un agrément collectif, nous travaillons, la plupart de nous travaillent dans un environnement avec beaucoup d'associations. Il y a des choses que nous voudrions faire, mais nous ne pouvons pas parce que ça implique la consultation avec les différentes parties prenantes, mais je ne voudrais pas dire qu'il y a des associations
pression, des groupes de pression qui sont impliqués, mais il y a beaucoup de procédures bureaucratiques. Ça, c'est ce que je veux dire. Et aussi, nous travaillons avec les gouvernements et je ne peux pas vraiment me souvenir qui a parlé des économies de l'université. Et c'était les étudiants aussi dans notre panel qui parlaient de comment l'université est devenue très coopérative, influencée par l'économie. Donc, toutes ces contraintes. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est influencer. Dans mon rôle, je peux influencer les gens. Le président peut influencer et je pense que c'est où on peut vraiment faire un changement, influencer les membres de la faculté, les gens dans les départements, ainsi de suite. Et je ne suis pas vraiment en train de regarder le temps, donc je ne sais pas si j'ai dépassé mes limites et je voudrais parler d'autres points. Yeah, you're good. You're good. You can take a couple more minutes. Ça va. Vous pouvez prendre quelques minutes encore. Je pense que c'est vraiment important pour les leaders quand ils veulent apporter des changements. Ils vont dire, oh, nous savons cela, mais encore, parfois nous oublions cela et les gens, ils veulent vraiment faire juste une déclaration et ils ne veulent pas prendre le temps d'écouter les gens. Encore, Mélanie, hier a dit dans la session que, en tant qu'une femme noire, souvent on lui demande si elle a besoin d'aide, de soutien, et même des conseils, mais et pas le genre de soutien qu'on veut lui offrir. Elle comprend qu'on ne la connaît pas, on ne sait pas ce dont elle a besoin. C'est important d'écouter les gens, les étudiants et même les membres de l'université, du corps enseignant. Et beaucoup de fois, on ignore les étudiants. Vous ne pouvez pas assumer qu'ils vont vous faire confiance. Et l'administration de l'université parfois ne vous font pas confiance. Vous devez travailler vraiment dur là-dessus. Et en tant que leader, vous devez comprendre et respecter les différences au sein de l'université et repenser même qu'est-ce que l'excellence est. Repenser nos mesures de succès. Et comprendre que les personnes différentes auront des programmes différents et travailler en fonction des programmes des gens, des agendas, et ne pas seulement faire semblant comme si vous savez des choses et les rhétoriques d'aujourd'hui. Les gens peuvent voir, les gens sont intelligents, ils peuvent discerner les rhétoriques et vraiment promouvoir le changement. Vous devez plaider pour les ressources, que ce soit pour l'argent, pour le temps, l'espace, le staff. Donc, c'est vraiment important de développer une vision pour le changement. Les gens doivent faire du temps pour cela. Sinon, les autres demandes quant au boulot prendra vraiment tout votre temps. Et vous n'aurez pas le temps pour ça. Et finalement, je voudrais laisser le temps pour Jennifer et pour faciliter. Il faut faciliter le succès des autres. Je ne suis pas une experte dans la gouvernance des personnes indigènes ou bien des personnes. Je ne suis pas une experte dans l'étude des Noirs, mais je peux supporter les personnes qui sont expertes dans ce domaine et je pense que j'ai adressé cela. Great. Thanks, Pam. And très bien, Dan, et merci. Et tous les membres du panel, je vais passer aux questions, mais ça m'a frappé pendant que je vous ai écouté tous les quatre, je me souviens que j'ai commencé à penser très soigneusement avec ma propre blancheur et la complexité pendant que je faisais mon diplôme de master qui a à peu près 30 ans. Je me rappelle... j'ai eu ce moment d'illumination quand j'ai appris au sujet du racisme et les grandes conséquences aux communautés racialisées, la violence, la profondeur. Et j'ai eu ce moment en tant qu'étudiant de master. J'ai tellement de chance que
que les indigènes racialisés nous parlent même, parce que la profondeur du racisme et la violence et le dommage au niveau historique et dans le présent, le niveau dans lequel ça a un impact sur émotionnellement, spirituellement, physiquement, psychologiquement, physiquement. J'ai ce souvenir. Je vous remercie toutes et toutes. Maintenant, je suis blanche, mais on dirait que, comme vous l'avez dit vous-même, c'est un rappel pour moi. De toute façon, je me sens très chanceuse d'être impliquée dans une conversation tellement riche avec des individus racialisés au vu de l'étendue du racisme et de la complexité du sujet. Donc, merci de votre commentaire et de vous être engagé dans la conversation tout court. Donc, j'ai commencé en tant que personne à l'université de Ryerson le 1er juillet. Je suis impliquée dans l'administration à peu près depuis 10 à 12 ans et j'ai été un membre du corps enseignant et toute ma recherche et mon enseignement se concentrent sur l'égalité d'une façon ou d'une autre. Ça a été le fil dans toute ma carrière au niveau supérieur. Je le vois comme une attente, en particulier dans mon rôle en tant que prévôt. Et je vais faire quelques petits commentaires sur la façon dont j'envisage le changement. Je serai brève et après nous allons passer à la fois aux questions. Donc si vous n'avez pas déjà et à vos questions, commencez à y réfléchir si vous le voulez bien. Je pense qu'en Amérique du Nord, les universités se concentrent sur ce que nous pourrions appeler le changement procédural pour regarder, s'assurer les procédures. Le changement procédural, on s'assure que les changements sont équitables, qu'ils légitimisent et affirment une variété de façons de représenter la connaissance, de contribuer à la profession ou à la communauté. Et un autre domaine de changement important, c'est s'assurer que dans les positions d'étudiants, de personnel et du corps enseignant, les côtés racialisés, les groupes racialisés sont bien représentés. Parmi les étudiants ou le personnel, lorsque nous regardons ces groupes, nous voyons un grand éventail de personnes, y compris des personnes, des communautés marginalisées. Je crois que ces deux formes de penser à l'équité sont nécessaires et critiques. Je pense aussi qu'ils ne sont pas suffisants. Je crois que les universités ont besoin de réfléchir soigneusement au sujet de la responsabilité en dehors de l'institution au niveau public, du grand public. J'ai bien apprécié tes commentaires, Sun, au sujet de la dichotomie du binaire que vous avez en tant que leader de communauté. Ce que je dirais, c'est que tout le travail de corps enseignant de l'université a des conséquences. Et si nous ne sommes pas clairs au niveau des conséquences, que ce soit en tant que membre du corps enseignant ou administrateur, c'est si nous soutenons le status quo, nous le reproduisons en vérité. Donc, nous faisons tous du travail qui est important. Donc, en plus de réfléchir au changement, en plus dans l'éducation supérieure et les personnes dans les postes administratifs ou d'enseignement ou d'étudiants, je pense qu'il nous faut penser aux conséquences de notre enseignement et notre travail de recherche créative pour la vie publique et résister à l'état de choses. Et ceci est très important. Cette croyance, cette compréhension du rôle de l'éducation supérieure et les responsabilités des dirigeants a beaucoup de conséquences. Ça change tout au sujet de la raison d'être des universités, ce que nous faisons dans le monde. Donc, je suis heureuse d'en parler plus en détail. Une question qui accompagne ceci.
Pardon, qu'est-ce que les étudiants ont-ils besoin de faire pour participer à un monde plus équitable? Pour couvrir différentes réalités, communautés, systèmes d'oppression, intersectionnalité. Ceci est extrêmement critique. Nous pourrons peut-être penser aux capacités nécessaires pour les étudiants pour qu'ils s'engagent à considérer l'équité dans la vie publique. Quelles capacités ont-ils besoin pour penser au pouvoir, à l'oppression, au changement systémique une fois qu'ils obtiennent leur diplôme? Et comment est-ce que ces capacités sont pertinentes de tous les étudiants? Il faut que les étudiants soient engagés à l'équité et qu'ils sachent quelles sont les capacités qui leur seront nécessaires et nous permettre à tous et tous de réfléchir à l'équité dans le cadre universitaire et hors du cadre universitaire. Une autre chose que je dis au sujet du changement, et c'est relié au commentaire précédent, ça doit être stratégique. Nous sommes des institutions complexes, beaucoup de décideurs et de rôles. Nous avons des sphères d'influence variables, diverses. Donc, il faut toujours penser à la stratégie. Quels sont les décideurs? Quels sont les points d'intérêt partagés? Les changements se passent quand il y a des points d'intérêt partagés. Donc, c'est peut-être difficile à les identifier, mais à identifier les intérêts partagés va mener à des formats de changement plus intéressants. Et je veux avoir des changements systémiques et durables, et pas des changements à courte durée et superficiels. Et des changements systémiques prennent du temps, ça c'est sûr. Pour clôturer, je me suis dit que j'allais réfléchir à certains des défis, juste quelques-uns, parce que les commentaires des experts précédents, je pense que en tant qu'administrateur, en tant que prévôt, j'ai beaucoup d'influence, comme vous l'avez dit, Sam, sur ce que nous pouvons faire. J'ai beaucoup d'espace où je peux appliquer mon influence. Je suis au sein d'un système qui n'est pas équitable. De beaucoup de façons, je suis blanche. Je continue à faire l'expérience des privilèges de blanche. Parfois, je le vois, parfois, je ne le vois pas, comment ce privilège marche. Donc, en tant que dirigeante, je suis sensible et j'apprécie à mes collègues racialisés et indigènes qui m'appellent lorsque c'est nécessaire. Et comme je l'ai mentionné, je t'ai connu depuis 10 ans. Je veux souligner l'importance des relations où les personnes me lancent un défi en tant que dirigeante, en tant qu'être humaine, en tant que personne qui fait l'expérience des privilèges blancs. Parce que pour que mon directorat ne soit pas une performance, c'est un défi de prioriser ses engagements dans le contexte universitaire, mais cela est nécessaire et j'ai vraiment beaucoup de chance d'être dans cette position et d'avoir l'engagement et le soutien et l'amitié et la collégialité de beaucoup de personnes dans ce panel et ailleurs. Et je vais clôturer ici. Je veux remercier tous les membres, les experts pour vos pensées. Et nous avons un point de départ pour une discussion très enrichissante. Je vois qu'il y a une question dans la boîte à discussion. Je crois que tout le monde qui participe sait comment avoir accès à la boîte de discussion pour poser une question. Je vais lire cette question à voix haute. Cette question est pour tous les membres du panel et je peux aller dans l'ordre qui vous convient. En fait, pourquoi ne pas commencer avec les étudiants? Avec Saou, Gaïa, et après, nous irons de l'avant. Quel est l'avenir de l'institution de l'université? Comment s'agence cet avenir? Ça apparaît enraciné dans des changements radicaux. Allez, Gaïa, vous êtes prête? Vous voudriez dire quelque chose? Je peux aller en première si ça ne vous dérange pas, oui.
Merci à la personne qui a écrit cette question et merci aux autres membres d'avoir partagé vos pensées. Je crois que vous avez bien dit pour me mentionner l'université, mais c'est exactement la raison pour laquelle nous devons recruter des individus en tant que dirigeants qui vont soutenir pour mettre leur vision à l'avant pour l'université et pour les prises de décision, que le futur de l'université est dans les mains qui possèdent cet espace de diriger ceci. Et ça montre pourquoi nous avons la responsabilité envers n'importe quel individu pour cultiver les dirigeants pour leur permettre de posséder cet espace. Et les changements radicaux sont des changements incrémentaux et il ne faut pas les remettre à demain. Je vais donner le micro à quelqu'un d'autre. Oui, merci beaucoup. C'est une question, excellente question. J'y réfléchissais pendant que tous les autres parlaient. Une chose que j'adorerais voir, c'est dans l'université de rêve avec des changements radicaux, c'est que la salle de classe a l'air complètement différente. La structure physique, non seulement ça, mais aussi comment nous envisageons la relation entre l'enseignant et l'étudiant et cette dynamique des pouvoirs. Je pense qu'actuellement, ça a été ainsi depuis que les universités sont en existence, mais la relation entre l'enseignant qui dépose des connaissances et les personnes qui la recueillent et qui doivent l'absorber, ceci et cette dynamique des pouvoirs est vraiment essentielle à l'inégalité que l'université reproduit. Je crois que si l'université allait reconsidérer ce genre de relation essentielle sur laquelle elle se base, ça a besoin de beaucoup d'autres changements. Ce n'est pas seulement le fait que ces étudiants viennent à l'université qui sont amenés par le système public et qui viennent et qui payent de leur poche ou par le biais de prêts pour accumuler des connaissances. Les personnes viennent ici pour collaborer avec des personnes qui sont dans ce domaine et partager leur propre point de vue et leurs propres connaissances également. Parce que je pense que nous comprenons que les étudiants comme étant des canevas un peu vides et vierges, mais ce n'est pas le cas parce qu'ils ont vécu, ils ont de l'expérience et des connaissances à partager également. C'est là où le modèle de la classe, où les étudiants ont quand même quelque chose à partager et même dans ce genre de changements incrémentaux et marginalisés, la dynamique des pouvoirs est complètement inégale. Donc, un changement dans une institution de rêve, les classes seront bien plus collaboratives et où la dynamique de l'enseignant et de l'élève est un peu démontée et déconstruite. Verna ou Pam, Verna, Pam, est-ce que vous voudriez dire quelque chose? Oui, bien sûr, Jennifer. Vous pourriez relire la question, s'il vous plaît, bien sûr. La question, quel est l'avenir de l'université en tant qu'institution? Qu'est-ce que ce futur devrait avoir l'air enraciné dans les changements radicaux? Je suis en train de réfléchir au corps enseignant et les connaissances qu'ils donnent à leur domaine. Et je pense aux recherches et je pense également à l'autonomisation de l'engagement des étudiants. Donc, je vais commencer par les recherches. Je sais qu'il y a eu une grande distinction, au moins au niveau historique, entre
à la recherche pure et appliquée. J'ai toujours été intéressée dans la recherche appliquée et dans la recherche basée sur la communauté et participatoire. Donc, ça m'a toujours intéressé de savoir comment si nous pourrions commencer à penser à notre recherche et comment est-ce que cette recherche fait la promotion ou prend en compte la justice raciale. Et du fait que certainement nous savons qu'il y a beaucoup de preuves d'équité et est-ce qu'il y a une façon de prioriser ou de souligner ceux qui font des recherches pour faire la promotion de la justice raciale. En ce qui concerne l'embauche, du corps enseignant, c'est un peu comme où est-ce que vous commencez pour changer les choses. Si vous n'avez pas un corps enseignant qui peut enseigner la justice raciale dans leur cours de master, je pense que où est-ce que le changement commence? Parce que j'ai vu depuis 3 décennies, les systèmes se reproduisent automatiquement. Il y a une autre génération de nouveaux enseignants, le renouvellement des enseignants. Ils ont un intérêt périphérique dans la justice. Ils savent bien que c'est important, mais ce n'est pas à la base. Donc, ils sont engagés à apprendre à la nouvelle génération des étudiants de master. Donc, ça ne change jamais, ça se poursuit. Et c'est eux, après, à leur tour, ils embauchent des gens nouveaux, des nouvelles personnes. Et donc, dans les campus, certaines... il y a des personnes qui sont là à enseigner depuis 1978. Donc, il faut et aussi entendre Pamela parler de qui c'est qui peut faire la promotion du changement. Et vous avez mentionné qu'il y a une sphère d'influence que vous avez en tant que doyenne, mais aussi le rôle de l'engagement des étudiants dans la gouvernance et pour la promotion du changement au sein du campus. Je ne sais pas si les étudiants entendent assez ce message et assez largement. Il y a des étudiants qui s'impliquent dans les organisations pour étudiants, dans les organisations d'union pour étudiants. Mais je crois que si nous puissions parler ou penser à une façon d'expliquer quel est le processus, comment est-ce qu'une université fonctionne-t-elle et quels sont les processus pour la promotion du changement. Je ne sais pas les personnes, les étudiants, je ne sais pas, je ne suis pas sûre que les étudiants qui commencent à étudier connaissent ceci et sont conscients qu'ils puissent avoir ce genre d'influence. Pamela. Je suis un peu perplexe au sujet de la question qui demande des changements radicaux, l'aspect d'une université radicalement changée. La première partie de la question. What I see as, important changes within the institution. Quels seraient les changements importants au sein de l'institution, peut-être pas radicaux, et où est-ce que ça commence? Et je pense pour les membres du corps enseignement et le recrutement, et leur recrutement, une raison pour laquelle je dis cela, c'est du fait que je suis sûre que certains d'entre vous l'ont aussi mentionné, dit nous voulons changer les cursus, les cours d'études et engager les étudiants de façon différente. Il nous faut ouvrir l'université à plus de différents genres de membres du corps enseignant. Donc, je pense à la discussion du cursus qui parle des expériences des peuples indigènes, des Noirs, des Asiatiques, des étudiants asiatiques ou noirs. Lorsque je pense au transfert de cette connaissance,
si nous réimaginons au niveau fondamental le cursus, qui c'est qui va impartir ces connaissances aux étudiants, et si nous enseignons à des étudiants indigènes, ce n'était pas mon idée à moi, ceci a été mentionné dans la session d'éthique de recherche que nous avons eue aujourd'hui. Quelqu'un dans la session en a parlé. Si nous avons des cours obligatoires sur l'histoire indigène, la philosophie indigène, et que nous ne recrutons pas plus d'enseignants, est-ce que ce sera une personne blanche qui va enseigner à ces étudiants indigènes au sujet de leur histoire? Ceci a été très important d'en apprendre moi-même sur ma propre histoire, et je l'ai fait dans ma recherche en tant que Canadienne, japonaise. Mais est-ce que je voudrais qu'un prof blanc ou blanche m'enseigne sur le trauma intergénérationnel ou la dépossession à ma communauté, à mon peuple pendant la Deuxième Guerre mondiale? Ça pourrait peut-être être traumatique en soi-même, en soi. Je crois que le renouvellement du corps enseignant doit être agencé de façon stratégique. Nous pouvons faire des changements radicaux sur beaucoup de secteurs. Nous devons penser à des sources de financement. Mais à mon avis, pour moi, les changements radicaux, ce serait de considérer les étudiants de façon différente. Certains d'entre nous oublient les étudiants, mais comme je l'ai dit auparavant, il nous faut penser à comment nous pouvons engager les étudiants, les préparer. Même dans les sciences humaines et les sciences sociales, peut-être surtout dans les sciences humaines et les sciences sociales, nous préparons effectivement les étudiants à l'emploi et au monde du travail. Mais il nous faut aussi les préparer à être des citoyens informés qui vivent au sein d'une démocratie. Si nous pouvons faire ça et comprendre et comment y arriver, ça, ce serait quelque chose de radical à mon avis. Merci beaucoup. Je vais vous donner une petite réflexion et nous avons après un peu de temps pour ça. Très bonne question. J'ai une question à deux volets. Une partie de la réponse, je crois que les universités sont un endroit, à mon avis, où nous faisons ce que j'ai dit dans mon propre travail et mes propres écrits comme étant qui nomme et nous pouvons nommer ce qui n'est pas bien et nous pouvons parler de racisme et d'oppression et après nous imaginons un avenir différent et comment y arriver et exercer les différents genres de relations avec nous-mêmes et avec les institutions. Donc si vous croyez que les universités peuvent offrir un espace pour réfléchir à comment vivre différemment, en ce qui concerne ce qui est radical, à mon avis, je vais utiliser une seule partie de la réponse. Ce n'est pas la seule réponse, mais il y a une définition de justice par une philosophe qui s'appelle Harris Marianne Young. La justice, c'est quand les personnes peuvent déterminer les conditions de leur propre vie. Si nous avions une université qui se concentrait là-dessus, comment est-ce que le monde peut être un endroit où les personnes peuvent déterminer leurs propres conditions? Comment est-ce que l'éducation et la programmation peut aider les étudiants et les enseignants à y réfléchir? Comment est-ce que la recherche et le travail créatif peut nous aider à nous approcher d'un monde où les personnes peuvent déterminer les conditions de leur propre vie? Ça, c'est le commencement d'une réponse. Si nous pouvions penser à le travail universitaire, au moins prendre en considération cette question de qu'est-ce que cela signifie, comment nous orienter vers cette conversation. Et pour moi, ça, ce serait radical. Et ça pourrait informer beaucoup de choses qui pourraient introduire des changements au sein des universités. Nous avons moins de 5 minutes. Je crois que tout le monde est conscient qu'il faut vraiment nous arrêter à l'heure dite.
En tant qu'animatrice, avant de passer aux questions, je vais répéter combien j'ai apprécié la contribution du panel et les questions et tout le monde qui participe, qui assiste et qui écoute nos commentaires. Merci de votre participation et j'apprécie l'opportunité d'avoir cette conversation. Si je ne peux pas offrir de commentaires de conclusion, je viens de le faire. La prochaine question, c'est pour tout le monde. Comment pouvons-nous tenir les dirigeants redevables de faire des décisions anti-raciales qui façonnent l'avenir de l'université? Comment est-ce que nous pouvons le rendre aussi clair et priorité que quelque chose aussi important que, par exemple, la santé financière des universités? Comment pouvons-nous tenir les dirigeants redevables de décisions anti-raciales et comment pouvons avoir les métriques à ce sujet? Et je vais demander à tout le monde d'être très bref si vous voulez répondre. Simon de Gaïa, vous voulez répondre? For me, I think I'm more interested en ce qui me concerne, ça m'intéresse plus d'entendre le point de vue des dirigeants de l'université. Alors, je passe le micro à la prochaine personne. Moi aussi, je pensais de même. Une chose que je vais dire rapidement, c'est l'idée qu'il nous faut en faire une métrique claire et priorisée. Ce qui est important, c'est le changement matériel pour les étudiants et les enseignants qui font l'expérience de la discrimination. Je ne sais pas que les chiffres ou les feuilles de calcul vont faire quoi que ce soit pour avoir le changement jusqu'après que le changement ait été effectué. Pour les dirigeants de l'université ici, en ce qui concerne comment les dirigeants peuvent être tenus redevables, je vais demander si vous pensez à des fois où vous avez été mis au défi et très troublé et votre vision de dirigeant a été secouée par les personnes qui vous ont essayé de vous tenir redevable et vous ont remis en question ce que vous faisiez en tant que dirigeant. Merci, c'est une très bonne question. 2 minutes. Pam ou Verna, vous voulez dire quelque chose? Well, I'll just say I think it's Alors, je vais simplement dire qu'il s'agit là d'une question très importante. Ce sont le genre de questions qu'il nous faut poser plus souvent et plus largement. Je pense que we're not too used to saying we've been wrong. À l'académie, nous sommes pas très habitués à dire que nous avons tort. Et donc, en être vraiment conscient, c'est la première étape. Parce qu'il y a toujours un livre de le dissimuler ou de l'ignorer. Donc, être sincère au niveau de ce défi, ça pourra réparer certaines des inéquités qui se passent. And that's a question and ça, c'est une question, an issue, I guess, that un enjeu I'm trying to understand myself. Que je suis en train d'essayer de comprendre moi-même. Je suis intriguée par la question de déclaration de Sun ou la question comment est-ce que nous sommes tenus redevables, pas par des mots, mais par des comités, mais par des résultats et des impacts. C'est la façon dont nous sommes tenus redevables. Oui, je crois que c'est une question qui va nous laisser beaucoup de dirigeants, je ne parle pas pour tout le monde, mais comment sommes-nous redevables? Comment sommes-nous secoués? Et comment est-ce que nous pouvons repenser tout ce que nous faisons? Je vous remercie toutes et tous. Il nous reste 10 secondes et c'est vraiment dans 10 secondes, on va nous clôturer. Donc, c'est une très bonne question pour clôturer. Merci à nouveau tout le monde de votre participation au séminaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup, ça a été magnifique. Enregistrez les données, Nous sommes encore ici dans la salle. Moi, je dirais, est-ce que nous sommes là encore? Non, je ne suis pas 100%. Je ne suis pas 100% sûre, mais je crois que nous sommes encore là en direct. Nous avons en fait 5 minutes. Désolée, je vais clarifier. Verna, nous avons 5 minutes qui nous mettent. Nous avons 5 minutes. Verna ou qui que ce soit d'autre, vous voulez y aller. Vous avez peut-être 5 minutes.
to say more about that question. I'd love for Sanmu to J'aimerais bien que Hassan the question. explique un peu plus la question. Verna, please go first. Verna, vous allez en première. I mean, if we're going to have metrics, then I think we have to. Si nous allons avoir des métriques, il nous faudra garder des données à ce qui arrive aux étudiants, si ces données sont déjà plafonnées. Comment est-ce que les personnes ont ni la promotion ou l'avancement de carrière à certaines personnes? On croit que nous sommes réticents de réunir ce genre de données. Il doit y avoir des données qui sont conservées sur comment les étudiants se comportent dans les universités et combien ça prend de temps pour les étudiants de couleur pour finir leurs cours, leurs études de master. Si vous avez ce genre de données, si vous voulez vraiment une université qui réussisse, il vous faudra avoir ce genre de données disponibles. Sunmu, alors parlez-nous un peu de votre question. D'abord, Verna, je crois que vous avez complètement raison. Je crois que la raison pour laquelle j'ai vraiment ignoré les données et les métriques, c'est que souvent les universités font ces cueillettes de données, collectent de données, ces recherches, et ils prennent ces données et ces informations critiques et utiles sont assises dans un document qui prend la place du travail antiracial plutôt que d'avoir un changement radical. C'est là où ma réticence au niveau des métriques émane. Pour ma question, je voulais demander à Pam et à Jennifer, au temps où vous faisiez du travail de dirigeant et quelqu'un a repoussé les choses que vous essayez d'introduire, les changements que vous essayez d'effectuer. Et ce genre ceci a changé la façon dont vous réfléchissez aux choses, et comment ça a changé la façon dont vous faisiez les choses. Peut-être que vous êtes trompé, vous avez une mauvaise approche. Et je dirais que pour réfléchir à ces moments de votre carrière serait très utile pour essayer de voir quel genre d'autres changements vous pourriez mettre en œuvre à l'avenir. Parce que comme ça, vous aurez un cadre de référence. Je ne sais pas si ceci est logique. Alors, je pourrais ajouter rapidement parce que j'en ai parlé avant. Il n'y a pas les étudiants. Il y a beaucoup de choses qui sont perdues dans les mails et les choses ne sont pas communiquées de façon adéquate. Si vous avez le temps, vous pourriez nous dire comment vous pourriez être tenu redevable par vos étudiants. Ce serait quelque chose de bien. Je pourrais ajouter rapidement, je veux être tenu redevable, mais je veux aussi du soutien. Et ce qui a été vraiment bouleversant pour moi, c'est a dit que j'étais obsédée d'équité. Avec le travail d'antiracisme ou l'équité, l'inclusion et la diversité. Ça m'a fait transformer ma vue du monde parce que je pensais qu'il s'agissait là de notre responsabilité déontologique au sein de l'université. Et je ne crois pas que ça m'empêche de faire tout le reste de mon travail, mais j'aimerais beaucoup obtenu le soutien des étudiants qui m'ont dit « Mais oui, allez-y, faites ce travail d'antiracisme. » Yeah, just 10 seconds. So, how students can call us in is 10 secondes. Est-ce que les étudiants nous demandez ce qu'il vous fait, qu'il vous faut, donnons-nous. Il nous faut avoir des requêtes claires. Je crois que maintenant, c'est fini. OK, très bien. Franchement, je ne sais pas si les autres peuvent nous entendre. Patrick, vous êtes là? On a fini? C'est fini? OK. Nous pouvons nous entendre les uns les autres. C'est 6h05, oui. Patrick. OK.
OK.